Mesdames et messieurs, bienvenue à Mission Midget 3A. Voilà la première édition de notre podcast qu'on vous parlait depuis quand même plusieurs mois déjà. On y est maintenant en ce vendredi 18 octobre. Ça me fait plaisir. Mon nom est Jasmin Leroux. Je serai avec vous tout au long de la saison pour parler de hockey Midget 3A, pour parler de hockey amateur et de ce qui se passe un peu partout dans la province avec le hockey Midget 3, bien entendu en particulier. J'aurai un paquet de collaborateurs tout au long de la saison, des entrevues pour vous aussi. Et puis, on va développer le concept, comme on dit, au fil du temps. C'est la première fois qu'on le fait sous cette formule avec le RDS.ca qui est en partenariat avec nous, un partenaire majeur évidemment de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec depuis de nombreuses années maintenant. Alors merci à eux déjà pour avoir embarqué dans notre idée, dans notre concept, un concept qui est venu du président de la Ligue, Yannick Lévesque, qu'on a élaboré tout au long de l'été pour vous offrir cette saison ce nouveau podcast-là, Mission Midget 3A, qui va aller normalement jusqu'à la fin du mois d'avril. On prendra relâche là, probablement pour le temps des fêtes, mais sinon, on sera à chaque semaine les mardis après-midi. Aujourd'hui, on est un vendredi. On le fait pour la première émission le vendredi. Mais ensuite, là, à partir de mardi prochain, ça va commencer tous les mardis, donc le 22, le 29 octobre et ainsi de suite. Vous aurez accès à voir ce podcast tant en audio qu'en vidéo, que ce soit sur le RDS.ca, que sur le site de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec, que sur toutes les plateformes d'écoute que vous écoutez vos podcasts habituellement, que ce soit l'application Balado, que ce soit avec iHeartRadio, que ce soit avec Spreaker, Spotify, bref, vous devriez retrouver Mission Midget 3 un peu partout sur ces plateformes. Alors, bienvenue à tous et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous tout au long de la saison. On aura chaque semaine plusieurs blocs qui vont pas se ressembler, là, mais on va avoir une routine quand même qu'on va faire à chaque semaine, de faire un peu ce qui se passe, l'actualité dans la Ligue au niveau du hockey comme tel, le calendrier, le classement, les bonnes performances qu'on veut retenir. Puis ensuite, on ira avec des entrevues, que ce soit avec des joueurs, avec des entraîneurs, avec des dirigeants, avec des bénévoles, avec des recruteurs, avec des anciens joueurs de la Ligue aussi. D'ailleurs, on en aura une première aujourd'hui. On a rencontré Anthony Beauvillier au mois d'août dernier et on vous présentera cette entrevue-là un peu plus tard dans notre édition du podcast. Alors, ça va ressembler à ça et puis pour le reste, vous le verrez tout au long de l'année avec nous. On va développer le concept et puis on verra vers où ça nous mène cette nouvelle émission du podcast Mission Midget 3A. Il y a aussi un aspect qu'on veut amener avec l'interaction avec les gens. Vous serez les bienvenus à nous écrire, que ce soit sur le RDS.ca, que ce soit sur le Facebook de la Ligue, que ce soit sur Twitter ou par courriel. Ça me fera plaisir de recevoir vos questions, vos commentaires qu'on pourra peut-être par la suite répondre au fil des émissions. C'est la mode, comme on dit en 2019, d'avoir ces émissions qui sont plus inclusives avec un peu tout le monde qui y participe avec vos questions et avec vos commentaires. Ce sera le cas ici aussi. Alors écoutez, pour cette première émission, on a quand même un programme qui est chargé. C'est un euphémisme de le dire, souvent c'est comme ça, mais oui, ça l'est parce que ça fait quand même un mois et demi que la saison de hockey Midget 3 a commencé. Ça a commencé au début du mois de septembre et nous, on arrive maintenant à la mi-octobre pour cette première édition. Alors c'est sûr que là, je vais faire le tour un peu de ce qui s'est passé dans la Ligue depuis quelques semaines et par la suite, on aura, comme je vous parlais, l'entrevue avec Anthony Beauvillier, mais on aura aussi l'entrevue avec Guillaume Bissaillon, qui est l'entraîneur-chef des Forestiers d'Amos cette saison, qui ont un bon début de saison, somme toute quand même les Forestiers, et qui sont cette saison en train de célébrer un anniversaire important pour eux, le 30e anniversaire de la concession des Forestiers d'Amos, qui sont arrivés là, une quinzaine d'années après le début de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Alors c'est un événement important pour eux là-bas en Abitibi, et on va parler avec Guillaume un petit peu plus tard au podcast. Pour cette saison 2019-2020, évidemment, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements. On sort d'un événement cette semaine, en fait. C'était la semaine de concentration sur les études. Ça faisait une dizaine de jours qu'il n'y avait pas eu de match. Ça va reprendre ce soir, là, pour ceux qui nous écoutent, le 18 octobre, le vendredi 18 octobre. Ça va reprendre ce soir avec 3 matchs. Il n'y a pas eu de match depuis dimanche dernier, donc presque 2 semaines d'arrêt. C'est une semaine qu'on consacre beaucoup pour les études, pour les joueurs, pour se rattraper, pour être à jour dans les études. Alors, il y avait eu un petit congé qui est arrivé pour tout le monde. Il y a la semaine des rivalités qui va arriver la semaine prochaine du 21 au 27 octobre avec beaucoup de confrontations entre des rivaux naturels. C'est toujours une semaine qui revient depuis quelques années quand même, qu'on surveille avec beaucoup d'attention. Le Challenge Midget 3 qui aura lieu pour une deuxième année au Saguenay. La Ligue Midget 3 fonctionne toujours comme ça depuis quelques années. Le Challenge Midget 3A, il change de ville environ une fois aux 5 ans normalement. On s'est promené un petit peu partout au Québec. On était notamment à Gatineau la dernière fois. L'an dernier, c'était la première édition où on était à la baie au Saguenay. Ce sera la deuxième cette année et ce sera
sera encore le cas pour les 3 années suivantes ensuite. Ça permet, comme on dit, de s'installer à un endroit et de pouvoir vraiment là, amener l'organisation du tournoi au niveau où on veut l'amener, que ce soit vraiment parfait et qu'on n'ait pas à chaque année à recommencer le processus, comme on dit. Alors, ce sera encore une fois cette année à la baie. Ce sera un gros tournoi qu'on aura l'occasion de vous reparler un petit peu plus tard cette saison. Il y a notamment des nouvelles équipes qui seront là. Il y a un 3e aréna qui sera utilisé, une 3e glace plutôt, le foyer des loisirs de Jonquière qui sera utilisé, qui ne l'avait presque pas été l'an dernier, qui sera cette année davantage utilisé. On a ajusté quelques éléments pour le Challenge Midget 3A, mais comme je vous dis, on en reparlera là, au début du mois de décembre plus en particulier. Et c'est aussi en 2019-2020 une saison importante. Pourquoi? Parce que c'est celle où la Coupe TELUS va être au Québec. Pour la première fois en 5 ans, ça se promène, ce tournoi-là, un peu partout, la suprématie du hockey Midget 3A au Canada. Et cette saison, ce sera la saison où le Québec reçoit le tournoi. Ce sera à Saint-Hyacinthe à la fin du mois d'avril 2020. Ce que ça veut donc dire, c'est qu'on aura assurément les Gaulois de Saint-Hyacinthe qui seront là avec la formation championne du Québec. Donc forcément, c'est une saison un peu différente parce qu'on la surveille avec plus d'attention. On sait qu'on aura 2 équipes du Québec qui seront là. Et puis, c'est toujours le fun de recevoir ce tournoi-là, justement parce qu'on ne l'a pas souvent. On l'a une fois aux 5 ans. La dernière fois, ça avait été en 2015 à Rivière-du-Loup. Je me rappelle, j'étais là, ça avait été une défaite crève-cœur des Grenadiers de Châteauguay contre les Young Nationals de Toronto. Châteauguay qui, dans ces années-là, en 2013, 14, 15 et 16, il avait eu de grosses saisons et s'était retrouvé là, à la Coupe TELUS à quelques occasions. Finalement, on n'a pas pu l'emporter, mais il y a eu des défaites crève-cœur. En 2015, ça en avait été une. On avait mal commencé le match, puis on avait remonté finalement ensuite, mais on avait manqué de temps un petit peu, comme on dit. Ça avait été à Rivière-du-Loup, ça avait très bien été là-bas au centre Premier Tech. Et là, cette saison, ce sera Saint-Hyacinthe qui recevra l'organisation du tournoi. Ça aussi, on va en reparler évidemment tout au long de la saison. Et dès notre prochain épisode, mardi prochain, je vous prépare quelques entrevues à ce sujet-là pour l'organisation de la Coupe TELUS, parce que vous allez voir que c'est un événement qui ne se prépare pas 3 semaines à l'avance, comme on dit. Ça fait déjà plusieurs mois, et pour les prochains mois aussi, que tous les gens qui travaillent sur la Coupe TELUS, présidés par Jean Bédard, qui est bien connu évidemment du monde de la boxe et du sport et de l'organisation des événements sportifs au Québec. Il est impliqué, il est déjà impliqué dans l'organisation de la Coupe TELUS depuis plusieurs mois. Bruno Gervais, notre collègue ici à RDS, est également président d'honneur de ce tournoi-là et il est impliqué dans l'organisation avec tout le monde là-bas, là, à Saint-Hyacinthe, qui y met du sien. C'est un bel événement qu'on va recevoir là-bas. Si on regarde un peu ce qui s'est passé, comme je vous le disais, depuis le début du mois de septembre, il y a eu plusieurs matchs. Évidemment, on est rendu à une dizaine de matchs environ que chaque équipe ont joué au classement. Et, surprise ou non, devinez qui est au premier rang du classement général aujourd'hui. Ce sont les cantonniers de Magog. C'est assez spécial quand même de les revoir parce que ça fait 2 ans de suite qu'ils gagnent les séries éliminatoires. Ça fait 2 ans de suite qu'ils ont d'excellentes saisons avec Félix Potvin qui les dirige là-bas. Et je me rappelle quand j'avais parlé à Félix Potvin au mois de mai dernier au brunch des champions, il me disait, l'an prochain, ce sera différent, ce sera une nouvelle vague parce qu'il y avait beaucoup de joueurs là, qui quittaient vraiment. C'était comme la fin d'un cycle un peu pour eux. Et tu te retrouves cette saison qu'on est au mois d'octobre et ils sont encore au premier rang du classement général avec une superbe fiche. Ils n'ont presque pas perdu de match et dominent le classement général. Alors, comme on dit, pour l'instant, les cantonniers, là, depuis quelques saisons, ce sont eux qui surfent sur la vague au hockey Midget 3 et qui sont au sommet. Il y a aussi les Gaulois qu'on va garder un œil attentif, comme je vous en parlais, parce que on sait qu'ils vont être là jusqu'au bout et qu'ils vont jouer la Coupe TELUS. Eux, depuis le début de la saison, ont eu une saison un peu en demi-teinte avec 5 victoires en 11 matchs. On pourra en reparler avec l'entraîneur-chef des Gaulois, Marc-André Ronda, lors de notre prochain épisode, un peu de ce début de saison, voir comment ça se présente pour eux. Pour le reste, Gatineau et Trois-Rivières font bien jusqu'à maintenant. Gatineau, 8 victoires, 3 défaites. Trois-Rivières en a 7 en 10 matchs, des victoires. Alors, ce sont de bons débuts de saison. Il y a des équipes qui ont eu à jouer avec beaucoup d'émotion, comme on dit depuis quelques semaines. Grenadiers de Châteauguay ont commencé avec 4 défaites et là viennent de gagner leurs 4 derniers matchs, donc ça s'est replacé pour eux. À l'inverse, pour les Riverains, ils avaient très bien commencé avec 4 victoires. Ont perdu maintenant leurs 4 derniers matchs et sont au 7e rang du classement général maintenant. Alors, c'est 2 équipes qui ont eu des débuts de saison assez opposés et ce sont des rivaux naturels aussi qui sont très près géographiquement aussi. On va voir qu'est-ce que ça donnera pour eux dans les prochaines semaines.
Au niveau individuel, ben, c'est Antonin Véro qui mène la charge pour les points. Un joueur des Vikings de Saint-Eustache qui compte déjà 18 points cette saison. Et l'autre qu'on surveille beaucoup, c'est un joueur des Chevaliers de Lévis, 12 buts en 12 matchs pour Elliott Lavoie. Il a très bien commencé sa saison lui aussi et il est à un excellent rythme. Il est le seul à avoir franchi la marque des 10 buts. Le deuxième est à 8 buts. Alors quand même, déjà, il a pris l'avance un peu là-dessus. Les Chevaliers, eux aussi, on va reparler avec eux cette saison. Il y a un nouvel entraîneur-chef là-bas, Éric Bélanger, l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey et collaborateur ici au RDS, pas au RDS.ca, mais à RDS en général. Et avec la saison incroyable qu'ils avaient eue l'an dernier, 41 victoires en 42 matchs, c'est vraiment différent dans le sens où c'est un autre cycle vraiment pour eux cette saison. Ça va pas si mal que ça quand même pour eux présentement, mais on sort d'une saison avec beaucoup, beaucoup d'émotions fortes. Et puis, j'ai hâte de parler avec Éric Bélanger plus tard cette saison pour voir un peu comment on la gère cette saison-là, parce que ça ne doit pas nécessairement être facile, après avoir eu tant de domination l'an dernier, de revenir à être une équipe dans la moyenne, qui est plus normale et qui a des résultats qui sont peut-être moins stratosphériques que ce que ça avait été l'an dernier. Alors, on pourra en reparler ça aussi cette saison. Au niveau des gardiens, il y a quelque chose qu'on remarque, c'est que les deux gardiens des cantonniers de Magog, qui sont au premier rang du classement général, sont deux des trois meilleurs gardiens cette saison. Rémi Delafontaine et Mathis Dorcal-Mador, qui, pour chacun d'eux, ont un excellent début de saison. 953 pourcentage d'efficacité de Delafontaine et 915 pour Dorcal-Mador. On l'a vu depuis quelques années, les cantonniers, ils avaient toujours deux bons gardiens de but et encore une fois, cette saison, ça ne semble pas faire l'exception. Ils ont encore deux excellents gardiens et on se rend compte que c'est une formule qui fonctionne parce que on l'a vu avec les cantonniers depuis quelques années à la Coupe TELUS. Tu avais 7 matchs à jouer en 7 jours. Tu en avais besoin d'avoir tes deux bons gardiens de but. Il y a eu des blessures à Alex Doriot, notamment il y a quelques années à la Coupe TELUS. Et puis, on avait eu besoin d'utiliser le deuxième gardien de but pour les cantonniers et il avait fait le travail. Alors, pour eux, cette saison, ça fonctionne bien. Vincent Filion, aussi un gardien des Estacades de Trois-Rivières qui a 5 victoires en 6 matchs. Déjà 2 jeux blancs et un pourcentage d'efficacité de 94,5. Et quand on parle de gardien, on parle aussi de gardienne. Ève Gascon, des Phoenix du Collège Esther-Blondin, qui est de retour encore cette saison avec les Phoenix pour une deuxième année. Elle a signé son premier jeu blanc en carrière dans la Ligue de hockey Midget 3 du Québec au mois de septembre. Et elle a participé, pas plus tard qu'il y a quelques jours, au défi de hockey de l'antichambre. Les gars de l'antichambre l'ont invité ici à RDS à participer à ce défi de hockey où elle a eu à arrêter des tirs de Denis Gauthier, de Guillaume Latendresse, avec un paquet d'anciens joueurs de la Ligue nationale qui étaient là. Je pense que ça a fait un très bon résultat. J'en ai vu quelques extraits ici et là et ça va être diffusé pendant les émissions de l'antichambre tout au long de la saison. C'est une belle pensée de l'avoir invité pour participer à ce défi-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est une belle opportunité pour elle. Elle a été sélectionnée sur l'équipe des moins de 18 ans d'Équipe Canada, l'équipe féminine des moins de 18 ans. Elle a été sélectionnée aussi. Alors, ça se passe bien pour elle aussi. Et forcément, avec le fait d'armes qu'elle a accompli d'être la première gardienne de but dans la Ligue de hockey Midget 3 du Québec l'an dernier. Forcément, on la surveille et on garde une attention sur ce qui se passe avec Ève Gascon aussi. Et l'autre chose que je voulais vous parler aussi, c'est le défi mondial des moins de 17 ans qui aura lieu du 2 au 9 novembre prochain. On a fait paraître la liste des 66 joueurs du Canada qui vont participer à ce tournoi-là. Pourquoi 66? Parce que ce tournoi-là, le Canada envoie 3 équipes. Il y a quelques années, il y en avait même 5 équipes du Canada. On était divisés là, en fonction du Pacifique, de l'Ouest, de l'Ontario, du Québec et des provinces de l'Atlantique. Maintenant, on a ramené ça à 3 équipes, les rouges, les blancs et les noirs. Et il y a donc 66 joueurs, 22 par équipe qui vont participer à ce tournoi-là. Il y en a 3 joueurs là-dedans qui sont des joueurs actifs cette saison de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Les gardiens William Blackburn et William Rousseau des Élites de Jonquière et des Estacades de Trois-Rivières. Et il y a également un défenseur des Lions du Lac-Saint-Louis, Charles-Alexis Legault. Ça, ce sont des joueurs qui jouaient cette saison dans la Ligue de hockey Midget 3 et qui vont participer à ce tournoi-là. Et on note aussi 15 anciens joueurs qui ont joué l'an dernier dans la Ligue et qui vont participer à ce tournoi-là. Alors, félicitations à cette délégation de 18 anciens du Midget 3 qui vont représenter le Canada dans un tournoi de 8 équipes. Il y aura les 3 équipes du Canada accompagnées des États-Unis, de la Finlande, de la République tchèque, de la Russie et de la Suède. On va présenter d'ailleurs les demi-finales et les finales de ce tournoi-là à RDS le premier week-end de novembre, là, donc le 7, 8, 9 novembre. Dans ces dates-là, on va présenter quelques matchs de ce défi mondial des moins de 17 ans, qui est une belle occasion de voir un peu la relève de ce qui s'en vient dans le programme de Hockey Canada.
Il y en a des choses un peu avant dans le programme de Hockey Canada, mais le défi mondial des moins de 17 ans, c'est une belle première vitrine pour amener éventuellement au moins de 18 ans, puis au moins de 20 ans. On le sait comment le programme de Hockey Canada, commence il y a plusieurs années avant d'arriver à la suprématie, si on veut, du programme, là, qui est les moins de 20 ans dans le temps des fêtes. Et là, c'est le défi mondial des moins de 17 ans. Alors, c'est déjà une première occasion pour ces jeunes-là de se faire valoir et de faire connaître leur nom dans le programme de Hockey Canada. Ainsi, je vous amène donc, comme je vous en avais parlé, à notre entrevue avec M. Guillaume Bissaillon, qui est l'entraîneur-chef des Forestiers d'Amos, qui célèbre leur 30e anniversaire cette saison en 2019-2020. On l'a avec nous, Guillaume, qui est en vidéo avec nous. Salut Guillaume, ça va bien? Salut Jasmin, ça va bien, merci. Guillaume, ça me fait plaisir de te recevoir comme premier invité du podcast Mission Midget 3A. C'est le fun. Tu vas toujours pouvoir dire que tu as été le premier invité de ce podcast-là. Ouais, on va pouvoir dire qu'on a été premier en quelque part cette année. Ah, mais tu sais, t'es critique un peu avec toi, mais j'aimerais ça que tu m'en parles déjà de cette deuxième saison pour toi comme entraîneur-chef, mais ce début de saison pour les Forestiers. Écoute, je veux pas Depuis quelques années, on l'a vu, les Forestiers, ça avait été difficile parfois. Il y a eu parfois des longues séquences de défaites. Je sais que c'est pas facile toujours en Abitibi pour vous. Et là, cette saison, vous avez eu des bons moments quand même. Vous avez une fiche de 500 présentement. Comment tu évalues ton équipe jusqu'à maintenant? On a une très, très bonne formation. Je te dirais que le processus a commencé à partir de l'an passé. Au moment où j'ai été nommé, le Forestier était sur une séquence de 24 victoires en 3 saisons. Donc, les gens ici, c'est un petit peu difficile. Les gens venaient moins à l'Arena. C'est quand même une région qui a eu beaucoup de bons joueurs associés à la ville d'Amos et en Abitibi aussi. Donc, je sais que le processus, il a commencé l'an passé où on avait demandé aux joueurs de ramener une culture gagnante. Puis ça, c'est pas quelque chose qui se fait en 2-3 semaines ou en claquant des doigts. Donc, à partir de l'an passé où on a ramené un petit peu de fierté. Donc, je te dirais que c'est un petit peu une continuation là-dedans. On a 7 vétérans, 9 joueurs qui ont touché à la Ligue l'an passé au total. Donc, on a une équipe équilibrée. On a une équipe un petit peu plus vieille cette année. Beaucoup de 16 ans, 17 ans. On a juste 2 joueurs de 15 ans. On voulait avoir une équipe un petit peu plus vieille, plus forte physiquement, un petit peu plus rapide que l'an passé. Donc, on est très, très, très satisfait de notre début de saison. Tu sais, tu parles c'est une ligue de développement, la Ligue de hockey Midget 3 du Québec, mais tu en parles des vétérans que tu as. Ça avait vraiment été peut-être un objectif pour vous cette saison de se dire, oui, on veut développer des jeunes, mais on veut aussi là, gagner des matchs de hockey parce que c'est pas arrivé trop souvent dans les dernières années, il faut se l'avouer. Oui, absolument. Puis, je trouve que des fois, on abandonne vite sur des joueurs de 16 ou 17 ans. Il y a des joueurs qui se développent un petit peu plus sur le tard. Ici, en région, on a une très bonne collaboration avec le Midget Espoir où on l'a vu l'an passé, les joueurs qui sont allés jouer leurs 15 ans Midget Espoir, qui cette année ont déjà un impact avec nous parce qu'ils sont en confiance, ils ont eu du temps de glace de qualité l'an passé. Donc, nous, cette année, c'était vraiment un désir d'avoir une équipe plus vieille, laisser le temps aux joueurs de 15 ans d'aller se faire une bonne saison de confiance, de jouer plus souvent avec la rondelle au niveau Midget Espoir. Puis, évidemment, au bout de la ligne, le développement, comme je dis, il ne faut pas abandonner ces jeunes de 16-17 ans, mais aussi le développement passe certainement par des succès. C'est sûr qu'au niveau mentalement, au niveau de la confiance, tout le monde ici, on ne joue pas le bâton serré depuis le début de l'année. On joue en confiance. Donc ça, c'est de bon augure pour le reste de la saison. Parle-moi un peu du défi que ça représente les Forestiers d'Amos au niveau géographique. Vous êtes une équipe qui a un très gros territoire à couvrir. Vous n'êtes pas la seule équipe comme ça. Je pense aux élites de Jonquière qui ont un territoire semblable aussi. Les Albatros du Collège Notre-Dame en ont un gros aussi. Mais parle-moi un peu de ce que ça représente de former une équipe avec les 22 meilleurs joueurs d'une région où il y a des centaines de kilomètres, quand parfois on compare avec, je ne sais pas, les Lions du Lac-Saint-Louis, par exemple, qui ont quelques kilomètres de territoire en fait à couvrir. Ouais, je te dirais qu'avec avec la structure intégrée ici, les jeunes à partir de Pee-Wee se côtoient un petit peu plus. Mais après ça, on rajoute des joueurs autochtones. Cette année, on en a 5. Après ça, on rajoute des joueurs de l'extérieur. Cette année, on en a 6. Donc, c'est vrai qu'en début de saison, je dirais que c'est un défi que ça pogne tout le monde ensemble, là. Donc, nos camps d'entraînement ici sont, je dirais, longs comparativement à ce que j'avais vécu là, dans le passé avec les Vikings de Saint-Eustache quand j'étais adjoint là-bas. Donc, on passe beaucoup de temps ensemble. Je te dirais que c'est des journées là, entre 8 et 10 heures à l'aréna pour s'assurer qu'il y ait déjà une chimie qui s'installe. Puis, c'est quelque chose qu'on met de l'avant dès la première journée au camp d'entraînement. Par la suite, c'est sûr qu'on fait beaucoup d'autobus, fait qu'on a le temps de se jaser en masse. Puis ça d'apprendre à se connaître. Oui, absolument.
Vous avez 5 victoires en 10 matchs jusqu'à maintenant. Tu me parlais il y a quelques minutes de la culture gagnante, le fait que vous vouliez avoir une bonne saison. Est-ce que ça répond à tes attentes jusqu'à maintenant, cette saison, ce qui se passe pour vous à Amos? Je sais qu'il y a eu une séquence de défaites un peu, notamment, qui a dû forger le caractère un peu des joueurs. Oui, absolument. Mais oui, cette année, on avait parlé dans les médias ici, régional, que je voulais chercher on voulait 18 victoires, une fiche près de 500. Donc, après 10 matchs, d'être aussi rapidement proche de notre objectif. Je suis content. Je peux pas dire que je m'attendais à ça. Je pensais pas que la chimie allait prendre aussi vite que ça. Je pensais pas qu'on allait avoir un niveau d'exécution aussi rapidement que ça. C'est sûr que je me fiais à l'an passé. Mais tu sais, à pareille date, l'an passé, on était une victoire, 9 défaites. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, après 10 matchs, d'avoir une fiche de 500, là, c'est très positif. Tu m'amènes un peu à parler de chimie. Tu en as parlé un peu des joueurs autochtones. J'aimerais t'amener un peu là-dessus pour qu'on en parle. Vous en avez 5 cette saison. C'est une réalité différente quand même que vous avez en Abitibi-Témiscamingue avec plusieurs peuples autochtones. À chaque année, il y en a. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, là, je décrivais les matchs des élites de Jonquière, puis c'était Silas Matawachiche, des Forestiers qu'on surveillait beaucoup. Il avait été excellent. Cette saison, vous en avez 5. Parle-moi un peu de cette réalité-là là, qui est différente pour vous, d'avoir des joueurs issus de ces communautés-là avec vous. Pour moi, c'est enrichissant. J'avais pas eu la chance j'avais joué Midget Espoir aussi en Abitibi où on avait un joueur cri, mais de vraiment cette année là, de côtoyer différentes communautés parce on a 4 communautés différentes au sein de notre organisation. C'est vraiment enrichissant au niveau de leur culture. C'est des joueurs avec beaucoup, beaucoup de talent. Donc, moi, je trouve ça enrichissant qu'ils amènent leur culture ici avec les joueurs, puis le mix que ça fait. J'imagine un petit peu comme les joueurs dans la Ligue nationale où il y a différentes cultures plus européennes, évidemment. Je trouve ça enrichissant pour les jeunes de vivre ça. Puis, même moi, au niveau de mon coaching, c'est une approche un petit peu différente. Donc, ça me permet de grandir comme entraîneur aussi. Tu parles d'une approche différente un peu. Je te relance la balle un peu là-dessus. C'est quoi l'approche différente? Qu'est-ce que tu vois comme différence parfois? Est-ce qu'il y a des contextes de réalité là, qui t'ont vraiment surpris ou qui t'amènent à gérer ton équipe de manière différente? Je dirais plus au niveau de l'approche. On le sait aujourd'hui, c'est une approche beaucoup individuelle avec les joueurs que de crier après les joueurs, ça marche plus. Donc, ouais. Que ce soit avec des joueurs autochtones ou avec des joueurs de n'importe quelle autre nationalité. Oui, absolument. Donc, au niveau de cette approche-là, mais eux, si tu lèves le ton sur eux, ils répondent pas de la même façon. Il faut vraiment que tu leur parles calmement. Faut te rendre compte plus individuellement. C'est des jeunes plus gênés. Donc, en début de saison, c'est sûr, si t'es mis sur le spot, mettons, dans un meeting, que tu essaies de les faire parler vite en début de saison, c'est des gens qui vont se refermer un petit peu sur eux. Donc, il faut vraiment que tu les mettes dans une position qui vont être confortables, où il faut que tu tisses un lien de confiance rapidement avec eux. Puis, je te dirais, c'est pas très long, c'est juste qu'il faut que tu prennes le temps de le faire. Puis quand ça, c'est fait, je te dirais qu'ils vont tout donner pour toi. Donc, c'est ça mon approche avec eux cette année. Puis avec les 5 que tu as cette saison, comment tu l'évalues, le lien de confiance présentement après une dizaine de matchs? Et même, tu sais, ça fait 10 matchs, mais ça doit faire beaucoup plus longtemps que ça que tu les connais, ces jeunes-là, parce que tu les as regardés depuis de nombreux mois pour les avoir dans ton équipe. Comment il se passe, le lien de confiance? Pour l'instant, ça va très bien. Il y avait 2 joueurs qui c'est des vétérans. Donc, Paul-Édouard Volant qui était avec nous l'an passé. Donc, lui, ça avait commencé l'an passé. Ouais. Pour moi, la plus grosse, c'est avec Marcus Gilpin qui jouait pour nous l'an passé. Il avait 16 ans. C'est un petit gars très, très gêné. Il se fiait beaucoup. Il y avait Israel Mianscom, justement, que tantôt tu parlais des World Junior, pas World Junior, mais les moins de 17 ans qui vont s'en venir. Puis c'est un petit gars Gilpin, il se cachait beaucoup en arrière de lui parce qu'Israel, il avait un gros caractère, puis il posait plus de questions. Puis tu vois, cette année qui est arrivé, puis dès la première journée, il était confortable avec moi. Il venait me voir, il me posait des questions, il m'a demandé de faire du vidéo avec. Donc, lui, ça a été un petit peu plus long, mais pour moi, c'est dans le coaching, c'est des histoires comme ça aussi qui nous marquent. Puis lui, de la façon que ça va avoir pris peut-être 6-7 mois, mais c'est pas pour l'instant. Tu dois en tirer une fierté aussi quand tu réussis, comme on dit, à entrer dans la bulle de celui que tu essayes de rentrer depuis 6 mois, puis que là, tu réussis à y arriver. Il doit avoir une fierté là-dedans comme coach. Oui, absolument. On veut que les joueurs
on veut que les joueurs soient confortables dans notre vestiaire, on veut qu'ils soient en confiance parce que après ça, c'est à la glace, ça paraît. Tu vois Marcus, de la façon qu'il joue cette année, c'est vraiment c'est pas comparable, c'est le jour puis la nuit versus l'an passé. Donc j'imagine que ça a un lien du vestiaire jusque sur la patinoire. Je t'ai introduit comme ça un peu, Guillaume, puis je veux que tu m'en parles aussi de ce 30e anniversaire des Forestiers d'Amos. C'est une grosse saison pour vous. C'est le fun de les célébrer, ces 30e-là. Nous, RDS aussi, ça fait 30 ans cette année. Alors, on célèbre comme vous le 30e anniversaire. Parle-moi un peu de ces célébrations pour les Forestiers d'Amos cette saison. C'est un privilège pour moi. Moi aussi, dans le fond, c'est mon 30e anniversaire que j'ai eu au mois d'août. Donc c'est bon, ben coudonc. Mais c'est un privilège pour moi d'être ici. Mon frère il a joué début des années 2000 ici. Donc, dès mon jeune âge, je suis venu souvent voir les Forestiers. Donc, d'avoir la chance de coacher le 30e anniversaire, c'est vraiment un grand privilège. Puis, je te dirais, au niveau de la population, il y a un buzz qui s'est créé. En début de saison, on le sentait. Les gens étaient curieux de venir voir ce qui se passait. On a des promotions pour les jeunes là, à tous les matchs, puis même pour les adultes. On essaie de ramener les gens à l'aréna le plus possible. Puis c'est sûr que on a déjà remporté 4 matchs à domicile, donc je te dirais que ça l'aide, ça. Mais c'est vraiment un bel engouement. Les gens travaillent très, très fort aussi les années passées, mais que j'ai moins connu, moi, avec le conseil d'administration ici, là, ils se font une grande, grande fierté du 30e anniversaire. Donc, très excitant pour cette année. Comme coach, est-ce que dès le début de la saison, tu ressentais une pression supplémentaire de te dire cette saison, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'on arrive à quelque chose? Est-ce que ça fait plusieurs années que les gens avaient identifié, bon, en 2019-2020, ça va être notre 30e anniversaire, celui-là, il ne faut pas qu'on se rate ou... C'est sûr, il y a tout le temps deux aspects, l'aspect hors glace et l'aspect sur glace. L'aspect hors glace, c'est sûr qu'il y avait une volonté de... Si tu veux entendre des bons commentaires, c'est vraiment... il y a peut-être 10-12 000 habitants ici. Les gens, ils nous reconnaissent quand tu marches dans la rue, ils savent c'est qui les Forestiers. Donc, il y avait une volonté de vouloir avoir vraiment un bon groupe de jeunes au niveau des individus. Oui, Guillaume? Oui, excuse-moi, ça coupait. Une volonté au niveau des individus, il y a une bonne sélection de joueurs. Mais après ça, tu dépends de ton territoire. Ça a tombé cette année qu'en plus d'avoir des bons individus, on avait un bon groupe de joueurs. Donc, ça a tombé comme ça. Je peux pas dire que c'était vraiment c'est un bel addon. Donc, mais oui, au niveau de notre sélection de joueurs, après ça, on a peut-être pris des joueurs, surtout des joueurs de l'extérieur, des joueurs avec un petit peu moins de, comment je pourrais dire ça, de pure skill, des joueurs vraiment ultra offensifs. On voulait des gars qui fitaient avec la culture en Abitibi. Ben écoute, Guillaume, on va te souhaiter la meilleure des chances pour cette saison-là, le 30e anniversaire. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier podcast-là. Félicitations pour ce que vous faites en Abitibi. Je sais que vous travaillez fort, comme on dit, pour ramener cette culture gagnante-là. Puis pour l'instant, je trouve que ça se passe quand même bien pour vous d'avoir ces résultats-là quand on compare avec ce qui avait été dans les dernières années. Alors, bonne saison, puis on va se revoir cette saison. Merci beaucoup. Salut, Guillaume. Merci. C'est pas vrai. Alors voilà, c'était Guillaume Bissaillon, entraîneur-chef des Forestiers d'Amos qui célèbre cette saison leur 30e anniversaire. Je vous en parlais un peu en début d'émission. Lors de la conférence de presse de lancement de la Ligue le 20 août dernier, il y avait un acteur majeur qui était là, Anthony Beauvillier, joueur des Islanders de New York et ancien joueur de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec qui a joué avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe il y a plusieurs années. Il était là pour parrainer la fameuse campagne « Je garde mon sport en santé ». Je dis la fameuse campagne parce que c'est une campagne qui dure depuis de nombreuses années maintenant et qui chaque année est parrainé par quelqu'un qui est capable d'envoyer un message fort un peu aux jeunes et de montrer, de donner l'exemple un peu à ces jeunes-là. Cette saison, c'est Anthony Beauvillier. L'an dernier, ça avait été Samuel Girard, défenseur de l'Avalanche du Colorado. J'ai réalisé une entrevue avec lui. Je vous propose qu'on l'écoute maintenant. C'est pour parler un peu du parcours qu'il a eu au niveau de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec et de cette campagne « Je garde mon sport en santé ». Anthony, cette année, tu vas être un des parrains d'honneur de la campagne « Je garde mon sport en santé ». Parle-moi d'abord de ce que ça représente de t'impliquer avec la Ligue Midget 3A, les Gaulois de Saint-Hyacinthe, avec qui tu as évolué il y a plusieurs années quand même. Tu commences à redonner un peu, tranquillement pas vite, à la communauté qui t'a fait grandir dans le hockey. Oui, c'est important pour moi de m'associer à la Ligue Midget 3. C'est une ligue qui m'a mis au monde, je pourrais dire, mais... c'est un honneur pour moi, puis c'est encore plus spécial d'être sur l'affiche, d'être un parrain de cette campagne-là l'année que les Gaulois ont accueilli la Coupe TELUS.
Qu'est-ce que tu te rappelles de la saison que tu avais eue avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe? C'est quoi les souvenirs qui te reviennent le plus et qui vont te rester dans les prochaines années? C'est forger des amitiés, forger des relations, que ce soit avec les entraîneurs, tes coéquipiers. T'as pas la chance d'avoir ça, même junior majeur, d'aller à l'école avec tes coéquipiers, de faire des niaiseries, autrement dit, un peu avec tes coéquipiers. T'es avec les gars 24 heures sur 24, pratiquement. T'es vois pendant le jour, des fois le soir, les pratiques, les matchs pendant la fin de semaine. Donc j'ai encore tellement d'amis avec qui j'ai joué Midget 3. Puis il y a plein de choses que je pourrais penser, des souvenirs là, qui vont me rester gravés à tout jamais. La campagne Je garde mon sport en santé, elle existe depuis 33 ans maintenant. C'est quelque chose qu'on connaît avec le Midget 3, c'est un concept qui est connu. Toi, qu'est-ce que tu veux apporter à cette campagne-là dans quelque chose qu'on travaille depuis de nombreuses années à travailler sur le dopage, puis sur aider les jeunes avec l'alcool, les drogues? C'est quoi ce que tu peux, toi, apporter peut-être? Juste être l'image de ça un peu. Je pense que j'ai jamais eu de problème dans mon passé, un problème majeur, je dirais, là, dans mon passé avec, que ce soit au niveau scolaire ou public ou même sur la glace. J'ai été un joueur honnête, une personne honnête dans la vie, puis c'est peut-être juste l'image, un modèle nécessairement pour les jeunes. J'aimerais ça te demander, tu es quand même un joueur qui est encore très jeune, tu commences encore, mais tu deviens de plus en plus une figure qui peut représenter puis qui peut apprendre aux jeunes comme ça. Ça doit te faire un petit peu bizarre de tranquillement pas vite, même à moins de 25 ans, d'être déjà une figure qui transmet aux jeunes comme ça. Ouais, ben ça fait déjà je vais entamer ma 4e saison déjà dans la Ligue nationale, ça passe tellement vite. C'est des années, comme j'ai dit tantôt, c'est des années au Midget 3 que j'aimerais tellement revivre. Des fois, je suis nostalgique de tout ça. On en parle avec mes amis que je côtoie encore, là, avec qui j'ai joué Midget 3. Donc, ça fait spécial, je pense. Quand tu rentres dans les arénas du Québec, tu vois tout le temps cette affiche-là, je garde mon sport en santé. Puis quand j'étais Midget 3, je pensais pas nécessairement être un jour sur cette affiche-là. En terminant, c'est une question que je demande souvent aux joueurs que je recroise. Je sais que le conseil souvent que vous donnez aux joueurs que vous voyez, c'est profites-en, mais toi, c'est quoi le conseil que tu donnerais aux jeunes quand tu les vois, ceux qui jouent cette année-là, puis qui se rendent peut-être pas compte de ce qu'ils vivent présentement? Quelque chose d'autre que je profite-en, c'est dur à dire. Peut-être essayer de ralentir le temps puis de savourer chaque moment parce que, tu sais, le gazon n'est pas toujours plus vert ailleurs, que ce soit dans la Ligue junior majeure du Québec, que ce soit dans la Ligue nationale. Je pense que c'est de profiter, pas vouloir sauter les étapes trop vite. Je pense de profiter des moments que tu vis présentement. Puis, c'est tellement des belles années. Pour mes parents le diraient, tous mes coéquipiers, on aimerait ça le revivre. Tu sais, que je me rappelle ma première saison dans le junior majeur. Je m'ennuyais du Midget 3, je m'ennuyais de mes amis, je m'ennuyais de l'école, d'aller à l'école avec mes chums. Donc, c'est vraiment d'essayer de ralentir le temps un peu et de savourer chaque moment. Merci, Anthony. Merci à toi. Voilà, c'était Anthony Beauvillier, joueur des Islanders de New York, qui vous parlait un peu du passage qu'il a eu. C'est un conseil qu'on entend souvent quand même, profites-en puis de ralentir le temps. Si les jeunes joueurs de la Ligue cette année l'entendent, ils pourront peut-être en bénéficier. Je regardais 2012-2013 avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Il avait obtenu 64 points en 41 matchs, mais surtout 39 buts en 41 matchs. Ça avait été une brillante saison pour lui. Il a été un choix de première ronde dans la Ligue nationale de hockey après avoir joué de belles saisons avec les Cataractes de Shawinigan. Et cette saison, il a déjà 4 points en 7 matchs à cette 4e saison qu'il entame avec les Islanders. Alors merci Anthony pour ton temps et pour ton implication cette saison avec la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Tout au long de la saison aussi, je vous présenterai les segments de l'émission Hockey 360 à RDS où mon collègue Jean-Christophe Bertrand participe. Jean-Christophe qui est le reporter attitré à RDS pour la Ligue de hockey Midget 3 du Québec et qui se promène tout au long de l'année pour rencontrer un peu toutes les équipes. Il a fait son premier segment de la saison la semaine dernière, vendredi dernier, à Hockey 360 et je vais vous proposer chaque semaine qu'on réécoute ce segment-là. Jean-Christophe Bertrand sera chargé de la couverture de la Ligue Midget 3 pour Hockey 360. Et Jean-Christophe, évidemment, le calendrier de la Ligue nationale n'est vieux que d'une semaine, mais ça a commencé beaucoup plus tôt au niveau du Midget 3 au Québec. Oui, bien, pour la Ligue nationale, ça commence en octobre, mais pour la Ligue Midget 3, ça commence en septembre. Donc, il y a environ une dizaine de matchs de jouer pour chaque équipe. Et malgré ces 10 matchs-là, il y a des équipes qui sortent déjà du lot. On n'a qu'à penser aux Estacades de Trois-Rivières, à l'Intrépide de Gatineau,
qui sont respectivement premiers dans leur division respective. Et il y a les cantonniers de Magog qui, eux, sont encore à surveiller. Double champion en titre, 9 victoires et une seule défaite en tir de barrage. C'est vraiment dominant. Toujours une bonne équipe. Oui, toujours une bonne équipe, toujours de bons joueurs. Il y a Zachary Michaud qui est deuxième pointeur de la Ligue en ce moment, un espoir des Foreurs de Val-d'Or. Ça va très, 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 très bien pour la troupe de Félix Potvin. Et cette année, il faut dire qu'il y a quelques nouveaux visages, notamment au niveau des entraîneurs-chefs. Oui, bien comme pour les joueurs, les entraîneurs-chefs, des fois, ne font que passer dans la Ligue Midget 3 parce que ça se veut un tremplin pour les joueurs et pour les entraîneurs-chefs. Il y a Mathieu Turcotte, il y a John Goyens, qui étaient tous les deux entraîneurs-chefs l'année passée, qui sont montés dans la Ligue Midget 3, dans la Ligue junior majeure du Québec, et on les a remplacés. Il y a 5 nouveaux entraîneurs, mais ce ne sont pas des nouveaux visages inconnus. On n'a qu'à penser à Éric Bélanger, qui est notre collègue, mais qui a aussi fait ses preuves dans le hockey mineur au Québec, qui a gagné l'année passée avec les Typhons dans la Ligue Midget Espoir. Sinon, Jerry Gomez avec les Lions du Lac-Saint-Louis, qui était déjà l'adjoint. Donc, c'est quand même... ce sont des nouveaux visages, mais c'est pas des inconnus. Maintenant, quels seront les événements marquants cette saison dans la Ligue? Bien, on est déjà dans un événement marquant. C'est la semaine de récupération scolaire et physique. Donc, c'est une initiative de la Ligue Midget 3 afin de donner un peu de repos à ces joueurs parce que ce sont des joueurs qui sont encore à l'école entre 15 et 17 ans. C'est important, l'école. Il y a aussi le Challenge Midget 3, la 14e édition cette année à Jonquière et bien sûr, le championnat canadien qui va être de retour au Québec à Saint-Hyacinthe. C'est dur de le rappeler, mais il faut que je le rappelle, le Québec n'a pas gagné le championnat canadien depuis 2001. Les joueurs de la Ligue Midget 3 n'étaient pas nés à ce moment-là, donc ça fait longtemps. Ah, Jean-Christophe, est-ce que c'était obligatoire de le dire? Hein, que le Québec n'a pas gagné ce tournoi depuis 2001. On en parle chaque année et puis chaque saison, on se dit est-ce que ce sera celle où cette disette va se terminer, une disette à laquelle, parfois, je me le fais demander, à laquelle il n'y a pas d'explication logique sur pourquoi le Québec n'a pas pu gagner ce tournoi depuis 2001. Parce qu'à chaque fois, on est là, à chaque fois, on a une bonne équipe. Les Canadiens, depuis 2 ans, se rendent loin. Les Lions du Lac-Saint-Louis, les Grenadiers de Châteauguay, là, je vous parle des équipes dans les dernières années qui se sont rendus loin. Mais... il n'y a pas eu le dernier but qu'il fallait. On verra si cette année, ce serait un bel événement là, en 2020 à Saint-Hyacinthe que le Québec retrouve cette fameuse suprématie du hockey Midget 3. On en reparlera. Merci beaucoup à Jean-Christophe. Il parlait des nouveaux entraîneurs-chefs cette saison. Comme il le disait, il y en a plusieurs auxquels on parlera cette saison. Et parlant d'entraîneur-chef, je voulais vous mentionner, au niveau des entraîneurs actifs, il y en a un cette saison qui va passer un cap fort probablement. Paulin Bordelot, qui est avec la Ligue depuis une dizaine d'années maintenant comme entraîneur-chef et qui en est maintenant à 187 victoires, devrait atteindre le plateau des 200 victoires dans les prochaines semaines. Alors, on pourra s'en reparler en temps et lieu et surveiller ce qui se passera cette saison avec nos entraîneurs. Et on va leur parler, les nouveaux entraîneurs-chefs aussi, pour parler de cette expérience. Il y en a qui vivent des expériences vraiment différentes. Steve Larouche, avec les Riverains du Collège Charlemagne, arrive de la Ligue de hockey junior majeure du Québec comme entraîneur adjoint. Un gars comme Jerry Gomez, au Lions du Lac-Saint-Louis, a été l'entraîneur adjoint de John Goyens depuis quelques saisons. John Goyens, qui était une figure très connue des Lions et de la Ligue en général, qui a eu beaucoup de succès. On pourra lui parler de ce nouveau défi-là et puis tous les autres également aussi avec qui on pourra parler. Alors voilà, ça se termine pour ce premier épisode. J'espère que vous l'avez apprécié, que la formule vous conviendra et je pense qu'on va pouvoir avoir beaucoup de plaisir à parler de hockey Midget 3A. Je pense que vous vous en rendez compte aussi. Moi, c'est ce qui me frappe depuis quelques années. Ce sont des gens passionnés qui le font dans des régions un peu partout au Québec et qui veulent faire développer le hockey au Québec. Je pense que Guillaume Bissaillon en était un bon exemple avec les Forestiers d'Amos. Merci encore à lui et aux intervenants qui ont participé comme Anthony Beauvillier. Alors, merci à tous pour ce premier épisode. On se reverra le 22 octobre, plutôt mardi prochain, dans quelques jours à peine, pour un deuxième épisode. Et comme je vous le disais, ce sera ensuite tous les mardis là, à chaque semaine. Pour ce prochain épisode, je vais m'entretenir avec Marc-André Ronda, entraîneur-chef des Gaulois de Saint-Hyacinthe, et Jean Bédard, qui préside le comité organisationnel de la Coupe TELUS 2020 à Saint-Hyacinthe. Merci à toute l'équipe technique et on se revoit mardi prochain. C'était Mission Midget 3 pour un premier épisode.